prisonniers sur le toit, mutinerie à Los-les-Lilles dans le Nord. Le difficile dossier de l'Union politique européenne. Le sommet de Dublin repousse toute négociation de 2 mois. Tennis, Henri Lecomte éliminé en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo par l'Autrichien Muster. Moi Feuerbach, c'est du théâtre. Le comédien Robert Hirsch en direct dans sa loge au Théâtre La Bruyère. Il est nommé pour les Molières qui seront décernés demain. Bonsoir, mutinerie à la prison de Los-les-Lilles. Des dizaines de prisonniers sur les toits. Les dégâts seraient déjà assez importants. Rappel des faits, Laurence Piquet. Encore une cinquantaine de détenus sur les toits de la prison. Les policiers de Lille et les CRS ont réussi cependant à reprendre le contrôle de l'intérieur des bâtiments. 450 autres mutins ont regagné leurs cellules. Tout commence vers 15 h, juste après la promenade. 130 détenus environ refusent de regagner leurs cellules. Les mutins procèdent à de nombreuses dégradations. Ils allument des foyers d'incendie dans un atelier de bois. Un feu qui favorise l'extension de la mutinerie. 370 autres détenus envahissent les étages du bâtiment central. 4 blessés parmi les CRS, plusieurs prisonniers intoxiqués par la fumée. Le feu à présent est circonscrit. Les mutins encore sur le toit réclament l'ouverture de négociations avec le procureur de la République. Cette mutinerie de Los-les-Lilles est la première de l'année en France. Christine Vandeput est en direct devant la prison de Los-les-Lilles. Christine, que se passe-t-il maintenant? Il est 19h35. Eh bien, comme tout à l'heure, les mutins sont toujours sur le toit, vous les voyez sans doute derrière moi. Ils sont calmes, ils auraient demandé l'ouverture des négociations, mais on ignore s'ils ont obtenu satisfaction pour le moment. Alors, connaissez-vous la nature de leurs revendications? Aucunement, nous n'avons eu aucune information officielle ici. Bon, on suppose bien sûr qu'il s'agit encore une fois d'un problème de surpopulation des prisons, mais c'est bien sûr à confirmer. Alors, le directeur de l'administration pénitentiaire, M. Dintillac, est-il déjà arrivé sur les lieux? Il est arrivé, mais il est encore à l'intérieur de la prison. Et le préfet de région, bien sûr, aussi? Bien sûr, également. Est-ce que vous avez des informations? La police va-t-elle charger? C'est ce que l'on dit ici, mais on a dit ça il y a 1 heure et pour le moment rien ne s'est passé, alors on attend maintenant. Alors on a parlé de blessés légers, des mutins, des policiers, il y a eu des jets de tuiles, les dégâts sont importants, on a vu de la fumée s'échapper aussi. Oui, parce qu'il y a eu un incendie qui a été allumé par les détenus donc dans un garage, atelier, un garage où il y avait vraisemblablement des pneus et puis de la peinture, c'est ce qui a provoqué donc cette épaisse fumée, mais il a été rapidement maîtrisé, les pompiers sont venus à bout en environ 1 heure. Merci Christine, vous intervenez bien sûr à tout moment s'il devait y avoir de nouveaux développements dans cette mutinerie donc à la prison de Los-les-Lilles. Le difficile dossier de l'Union politique européenne, débattu à Dublin où nous rejoignons notre envoyé spécial Memona Interman. Les négociations sont différées de 2 mois. Quelle a été l'attitude aujourd'hui de Margaret Thatcher? Eh bien, Margaret Thatcher a été fidèle à ce qu'on attendait d'elle, et d'ailleurs elle n'est pas la seule à repousser cette idée d'union politique. Elle représente également les pensées du Danemark et du Portugal. En tout cas, pour Mme Thatcher, elle a eu une attitude très négative. Elle a dit que transférer plus de compétences politiques aux institutions de Bruxelles pourrait être dangereux pour les citoyens de l'Europe. Elle a dit que ça porterait atteinte à l'identité britannique et à la couronne britannique. Alors, finalement, Memona, on a parlé uniquement de l'Allemagne aujourd'hui comme prévu? On a parlé de l'Allemagne uniquement comme prévu, et moi j'ai bien l'impression, à discuter avec l'entourage du chancelier Kohl et de François Mitterrand, que les Allemands sont les grands gagnants de ce sommet. Kohl, à plusieurs reprises tout à l'heure de sa conférence de presse, a salué la sympathie des autres pays de la communauté. Et on a également tout à fait l'impression que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main dans la main pour présenter leur projet d'union politique. Naturellement, il y a encore des gens qui se méfient, et il faudra donc attendre le mois de juin, ici à nouveau à Dublin, pour se fixer une date pour la conférence intergouvernementale chargée de modifier les textes du traité de Rome. Un dernier point, Memona, le processus d'intégration de la RDA dans une Allemagne unifiée n'a pas posé de problème. Ah, c'est passé tout simplement. Ça devait être le grand objectif de cette réunion, et finalement, après 2 mois d'hésitation des uns et des autres, on s'est rendu à l'évidence. L'intégration se fera, et les 11 autres membres se sont rendus compte que l'Allemagne allait faire cette unification. Donc il n'y a plus de problème. Et lorsque l'unification de l'Allemagne se fera, eh bien la partie orientale sera elle aussi intégrée dans la CE. Et d'ailleurs, une précision, Kohl a dit qu'il n'allait pas demander les fonds
de la CE, qu'il y avait d'autres pays en Europe qui en avaient plus besoin. Merci Memona Interman en direct à Dublin. Philippe Moreau-Defarge, chercheur à l'Institut français de relations internationales, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et notre invité ce soir. Quelle est la signification de ce sommet? D'abord, c'est un sommet très bref et l'objectif c'était de faire bénir par la communauté européenne l'unification de l'Allemagne. Comme l'a dit votre correspondante, c'est ce qui s'est passé et je crois que les 12 se sont inclinés devant la nécessité, c'est-à-dire que le processus allemand est en cours et que rien ne l'empêchera. Alors pourquoi y a-t-il cette urgence d'unité politique européenne? Je crois que d'union politique. Je crois que l'initiative vient donc du président François Mitterrand et du chancelier Kohl. Je crois que tout se passe comme si les deux hommes avaient le sentiment qu'une fois l'union de l'Allemagne réalisée, il y avait une sorte de saut dans l'inconnu. Donc, il semble qu'ils veulent utiliser les quelques mois qui restent pour donner un caractère plus contraignant, plus fort à la communauté européenne. Pour le chancelier Kohl, c'est important parce qu'il doit rassurer ses partenaires. L'unité de l'Allemagne fait peur, donc l'union politique européenne est un moyen de rassurer ses partenaires. Pour François Mitterrand, c'est un moyen d'ancrer la nouvelle Allemagne plus fortement dans la communauté européenne. Et l'on voit bien que, malgré tout, à Dublin, le couple franco-allemand pèse très lourd. C'est vraiment, là on voit bien que, encore en ce moment, il y a bien un couple franco-allemand et qui pèse très lourd dans la construction européenne. Je crois que même si la décision a été reportée de 2 mois, et il ne pouvait sans doute pas en être autrement compte tenu de si vous voulez, de la rapidité de la proposition, il y a quand même un travail qui va être engagé par les ministres des Affaires étrangères en vue du prochain Conseil européen de Dublin au mois de juin. Alors très rapidement, cette union politique européenne se justifie aussi à la fois par des défis intérieurs, des défis extérieurs que rappelait Jean-François Poncet dans une interview cet après-midi au Monde. Exactement. Enfin, vous voulez, il y a la réalisation du grand marché, il y a l'union de l'Allemagne, il y a les bouleversements à l'Est, il y a la résurgence des nationalismes en Europe. Exactement, il y a toutes ces résurgences qui poussent à faire une sorte de saut qualitatif dans la construction européenne. Simplement, la difficulté, ce qu'on ne dit pas, c'est que vous savez qu'il y a un autre projet qui est en cours, qui est le projet d'union monétaire. Et effectivement, vouloir négocier en même temps un traité d'union monétaire et un traité d'union politique, c'est avoir une barque très très lourde, très très lourde. Et il est possible que pour des raisons pratiques et même pour des raisons politiques, il soit difficile de mener à bien ces deux processus en même temps. Merci Monsieur Moreau-Defarge. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, La politique internationale. C'est paru, c'est chez Hachette Supérieur, dans lequel vous évoquez, vous étudiez les bouleversements et l'évolution de l'ensemble des systèmes politiques aujourd'hui dans le monde. Dialogue de sourds en Lituanie. La déclaration d'indépendance reste l'élément essentiel du blocage dans les tentatives de compromis entre Moscou et Vilnius. Pas question de céder, ni d'un côté, ni de l'autre, mais le blocus économique s'aggrave. Commentaire Francine Raymond. Plus de charbon soviétique pour la Lituanie. Motif invoqué, Vilnius doit à Moscou 1 million de roubles. En fait, avec cet embargo énergétique, le Kremlin veut peser sur le Parlement lituanien pour qu'il annule les lois votées depuis la proclamation d'indépendance. La Lituanie n'a jamais été aussi isolée. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le président du Parlement lituanien, Vytautas Landsbergis, expliquait hier qu'il était prêt à examiner avec attention la proposition franco-allemande. François Mitterrand et Helmut Kohl appelaient jeudi la Lituanie à suspendre les effets de sa déclaration d'indépendance. La République balte ne peut plus compter sur le soutien de la communauté internationale. Hier à Moscou, les responsables soviétiques ont refusé de recevoir une délégation lituanienne. Le préalable à l'ouverture de toute négociation reste le même, que Vilnius revienne sur sa proclamation d'indépendance. Le gouvernement lituanien, lui, fait savoir qu'il étudie la possibilité de suspendre ses actions sécessionnistes, mais qu'il n'ira pas au-delà de cette limite. Le blocus économique imposé par Moscou a déjà mis 10 000 Lituaniens au chômage. Les médicaments commencent à manquer à Vilnius. La Suisse et l'Italie sont prêts à ravitailler la République balte en produits pharmaceutiques. En Roumanie, l'opposition au Front de Salut National s'organise, elle accentue ses revendications et elle affiche sa détermination. Après 6 jours de manifestations à Bucarest, c'est de Timișoara que sont parties aujourd'hui les flèches contre le régime de M. Iliescu. Commentaire de Pascal Verdeau. Timișoara, la paisible. Et pourtant, la ville symbole de la révolution roumaine s'apprête à écrire une nouvelle page d'histoire avec la création aujourd'hui d'une alliance nationale de lutte anticommuniste réunissant toutes les forces opposées au régime. Les manifestants qui depuis dimanche dernier, jour et nuit, font un sitting place de l'université à Bucarest se réclament de la proclamation de Timișoara. Liberté de la presse et de la télévision, mais surtout interdiction aux anciens dirigeants communistes et d'abord au numéro 1 roumain, Ion Iliescu, de participer aux élections du 20 mai. Revendications d'ordre moral et pétitions à ce sujet dans tout le pays
Pour un mouvement aux couleurs 68ardes, nous sommes tous des voyous, disent les contestataires. C'était il y a quelques jours. Aujourd'hui, la nouvelle alliance qui compte dans ses rangs les 3 principaux partis de l'opposition est en train de se structurer politiquement. Pour le Front de Salut National au pouvoir, la partie s'annonce de plus en plus difficile. En France, le nouveau statut de la régie Renault accepté de gré ou de force, excédé par les quelques 2000 amendements déposés par le Parti communiste, Michel Rocard a eu recours ce matin à l'usage du bon vieil article 49.3. Françoise Roy. Surprise à l'Assemblée, le statut Renault, c'est fini. La guérilla parlementaire s'est achevée ce matin en catimini par une salve de flèches acérées du Premier ministre assez contradicteur. C'est la première fois de cette législature que nous sommes confrontés à une volonté délibérée d'obstruction stérile par essence. D'où vient-elle? Du Parti communiste français. Sur quoi porte-t-elle? Sur un combat d'arrière-garde, vain, illégitime et sans objet. Qu'à cela tienne, vous êtes expert depuis quelques années dans l'art de choisir les mauvais combats. C'est vous que cela regarde, même si je le regarde moi avec une certaine tristesse. Il était 9 h, l'hémicycle était vide, 7 députés seulement, et Michel Rocard pressé d'en finir avec les obstructions procédurières du PCF. Le Premier ministre n'a pris que 3 minutes pour engager la responsabilité de son gouvernement en utilisant le fameux 49.3. Les communistes ne pourront pas déposer de motion de censure, ils ne sont pas assez nombreux et la droite a annoncé qu'elle s'abstiendrait sur le texte. La réforme du statut Renault, qui transforme la régie en société anonyme, sera donc adoptée mercredi lors de la prochaine séance. La politique urbaine au cœur des débats du 3e congrès de SOS Racisme, aujourd'hui en région parisienne. Derrière les mots du combat pour l'intégration et un rapprochement remarqué avec les Verts d'Antoine Wechter, le mouvement dirigé par Harlem Désir a semblé encore à la recherche d'idées neuves. Reportage d'Éric Thibault. C'est le congrès de tous les dangers qui s'est ouvert aujourd'hui. Les idées des potes piétinent, SOS Racisme veut reconquérir l'opinion, mais comment? La réponse n'est pas simple. Pourtant, un homme fait l'unanimité contre lui, Jean-Marie Le Pen. Quand on dit que Jean-Marie Le Pen est le seul à avoir des idées, il a des idées c'est sûr, mais des idées condamnables. Je crois que les derniers scores du Front National ont créé quand même un électrochoc. Combattre en permanence les idées du Front National sur l'immigration, c'est le thème principal de ce 3e congrès de SOS Racisme. Mais les potes s'essoufflent, une crise que les militants ne veulent pas toujours voir et qu'ils rejettent sur la classe politique. Ils sont désenchantés par rapport à la situation politique, enfin surtout désenchantés par rapport aux positions de nos gouvernants, mais pas par rapport à notre militantisme de base. Non. Michel Rocard, lors de son arrivée à Matignon, avait promis de réparer les boîtes aux lettres pour favoriser l'intégration des immigrés. Mais les militants de SOS Racisme estiment que ça ne suffit plus aujourd'hui. L'intégration, c'est du travail sur le terrain, c'est pas autre chose. C'est une mobilisation des jeunes, c'est du travail par rapport à l'école, c'est du travail par rapport au logement, c'est des mesures sociales. Donc ce qui touche les gens et faire en sorte que justement ils vivent mieux dans leur cité et qu'ils participent à la vie de leur cité. Voilà, c'est ça. L'ère médiatique de SOS Racisme s'achève. Le mouvement place désormais son action sur le terrain. Afin d'aider les jeunes du tiers-monde, plusieurs courses ont été organisées aujourd'hui en France, à Rouen. Sur ces images, quelques 800 jeunes âgés de 11 à 18 ans ont participé à une course donc destinée à sensibiliser sur le droit des enfants en Thaïlande notamment. Munis de leur contrat d'engagement, ils ont recherché des parrains acceptant de verser 10 francs par kilomètre parcouru. L'argent donc ainsi recueilli servant à financer des actions de développement pour les jeunes du tiers-monde. Les sports, tennis, on espérait une finale Lecomte-Sanchez demain à l'Open de Monte-Carlo. Ce sera un duel entre le soviétique Chesnokov et l'Autrichien Muster. Les péripéties du jour narrées par Dominique Champour. Déterminé et sûr de son fait, Thomas Muster, c'est la force tranquille. Dans ce match de revenant qu'il opposait aujourd'hui Henri Lecomte, il avait à donner toute sa santé retrouvée. Ses jambes martyrisées l'an passé par un chauffard américain étaient au rendez-vous de toutes les balles. Il aurait fallu à Lecomte un peu plus confiant en ses moyens pour le faire douter. Un jeu qui m'a détruit complètement. Je crois que physiquement j'étais vraiment loin aujourd'hui. J'avais 1 mètre de retard sur chaque coup. J'avais du mal à frapper en coup droit. J'arrivais pas à placer mes accélérations. Donc je veux dire, c'est ce qui fait toute la différence entre hier et aujourd'hui, quoi. Sans état d'âme, Thomas Muster a mené son match à un rythme de hussard, mettant dans chaque balle tout le poids possible.
Constamment bousculé par la puissance de l'Autrichien, le jeu d'équilibriste de Lecomte connut quelques ratés, immédiatement sanctionné. Il s'inclinait 6-2, 6-3. Ce qui est dommage, c'est d'avoir perdu aujourd'hui. Maintenant, il y a encore des choses à revoir, le physique notamment, le service à retrouver. Et puis bon, éventuellement, je vais dire, à beaucoup travailler ce qui est la volée et le smash arrière, parce qu'aujourd'hui, j'ai pêché là-dessus. Fatigué et soucieux, Emilio Sanchez a perdu cet après-midi le match des marathoniens qui l'opposaient à Cheslokov. Misant surtout sur leur santé physique, les deux hommes ont engagé un duel à distance où toute tentative d'intimidation paraissait vouée à l'échec. Presque absent dans le premier set, puis omniprésent dans le second, Cheslokov finalement plus lucide, moins nerveux, tout simplement plus frais, sortira vainqueur au tie-break de la troisième manche et au terme d'un bras de fer de 2h20, obtiendra le droit de disputer la finale demain. Exploit d'un Français, Hainaut, dans la 5e étape du Tour d'Espagne cycliste. Le sport en bref avec Didier Balèze. Dans un instant. Le sport en bref, Didier Balèze, ça marche ou pas? Il court dans les couloirs, Didier Balèze? Bon, nous n'avons pas pour l'instant le résumé de l'actualité sportive du jour. Le théâtre maintenant, au rendez-vous de la 3, avec la cérémonie de remise des Molières, retransmise demain soir en direct à 20h30 sur notre chaîne, et dont nous vous présentons en quelque sorte les principales personnalités qui sont nommées pour cette soirée. Annie Dupéré ce midi, Robert Hirsch ce soir, il nous attend en direct dans sa loge au théâtre La Bruyère. Vous jouez Moi Feuerbach de Tankred Dorst. C'est une pièce en quelque sorte sur l'envers du décor. Oui, Tankred Dorst. Pardon. Non, il n'y a pas de mal. Mais c'est-à-dire, c'est pas vraiment l'envers du décor, c'est surtout l'histoire d'un homme, d'un comédien qui a été arrêté 7 ans dans ses activités théâtrales à cause d'une raison psychiatrique. Et cet homme revient et pour passer une audition. C'est difficile comme ça en quelques mots, là vous me prenez un peu au dépourvu. Disons que oui, si vous voulez, d'ailleurs le décor représente la scène et la salle. Nous allons voir tout de suite un extrait Robert Hirsch et ensuite nous parlerons bien sûr de votre nomination pour les Molières. Tout de suite un extrait de Moi Feuerbach. Cet homme est-il seul à savoir ce que vaut mon talent, ce que pèse l'amour que je passe? Mais dites quelque chose! Je vous en prie! J'aimerais beaucoup que vous me fassiez une critique. Je brûle littéralement d'entendre votre critique. Et le cas échéant, d'en tirer une leçon. Hein? Alors Robert Hirsch, la critique du jury des Molières pour cette pièce de Tankred Dorst, je vais y arriver, a plutôt été favorable, non? Bien, écoutez, en tout cas moi je suis très très heureux d'avoir été nommé. Je trouve que c'est une grande satisfaction. Il ne faut pas penser ça. Fierté, mais je suis très heureux aussi d'être en compagnie de Pierre Dux, de Francis Huster, de Didier Sandre, de Claude Rich. Pardonnez-moi, je trouve que ça fait une assez belle affiche. Alors, quel que soit le résultat, de toute façon, on va à la fête demain. Oui, quand on est un acteur consacré comme vous, on est fébrile malgré tout dans l'attente de la récompense. C'est vrai que vous le rappeliez, les personnes qui étaient nommées en votre compagnie. C'est vrai que Pierre Dux, Robert Hirsch, le lauréat demain soir sera effectivement un des grands monsieur du théâtre. Oui, je veux dire, je considère que, bon, quand je vous parle de fête du théâtre, parce que je vais à la fête, ce ne sont pas des, comment dirais-je, ce ne sont pas pour moi des concurrents. Ce sont des partenaires. Voilà. J'ai 4 partenaires demain pour un gagnant. Alors... Mais c'est pas l'importance. Je veux dire, le trophée n'est pas l'important de cette soirée. L'important de cette soirée, c'est cette espèce de fête de réunion de tous les acteurs.
Vous verrez, je suis sûr, enfin je ne sais pas si vous avez déjà assisté, mais ça a une chaleur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. De toute façon, le grand public le verra demain soir en direct sur la 3. Un dernier mot sur Moi Feuerbach, c'est la dernière aussi demain soir, donc en fait... demain après-midi, demain après-midi en matinée, donc oui. Une apothéose peut-être avec le Molière. Ça, je ne sais pas, je ne veux pas y penser. Sitôt je fais des pronostics, je me plante, alors j'aime autant pas en faire. En tout cas, c'est un peu triste de finir demain, et ce qui est bien, c'est que comme il y aura la cérémonie, il va falloir se bousculer pour aller enfiler le smoking et être présentable le soir. Merci beaucoup Robert. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous étiez en direct donc du théâtre La Bruyère où vous jouez ce soir l'avant-dernière de Moi Feuerbach. Fin ce week-end également à Paris de la comédie musicale Cats. Les chats partent en tournée en Allemagne et dans ce but, les producteurs ont recherché de nouveaux danseurs dont vous allez partager l'anxiété au moment de la sélection. Reportage de Marie-Christine Pierre. Christophe, 23 ans, 15 années de pointe et d'entrechat. Pour lui, les auditions n'ont plus de secret. Du Paradis Latin aux figurations de pub, il les a toutes faites. 22 castings ces 3 derniers mois, sans résultat. Aujourd'hui, le trac lui rappelle toutes ces occasions manquées. Bon, des fois on arrive, on se dit bon, c'est pas la peine, mais on l'a fait, on se pousse parce qu'on fait ça tout le temps. Et c'est dur parce qu'au bout d'un moment, on croit que ça accroche et puis ça n'accroche plus. Et puis on est viré. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, trop raide, trop souple, trop grand, trop petit, trop beau, trop moche, trop typé, trop banal. Enfin bon, c'est terrible. Les auditions de Cats se déroulent dans toutes les capitales européennes. Pour être pris, il faut savoir chanter, danser, jouer la comédie. En France, peu d'écoles adaptées, donc peu d'élus. Malgré sa formation classique, Valérie a été éliminée dès les premiers tests. C'est un flash entre le chorégraphe et le danseur. Quand on a trop d'originalité ou de personnalité, bien souvent, on n'a pas la chance de plaire parce qu'on sort de l'ordinaire. Quelques minutes pour assimiler les figures et puis des heures interminables où l'on répète les mêmes gestes. Avec ou sans musique, en groupe ou en duo. 3 heures pour éprouver l'endurance et la précision. 3 heures pour qu'il n'en reste qu'un. Et enfin, l'annonce du résultat final. Ben, le résultat, bon, pour une fois, c'est oui. Mais bon, voilà, quoi. Je suis très content, je suis engagé dans le cadre. Pour Christophe, c'est inespéré. Il vient de décrocher un contrat de 6 mois au Japon et d'1 an à Hambourg. Enfin, son temps, il va le passer à danser. Très belles images. Maintenant, les rapports du tiercé Carte Plus, c'était cet après-midi à Évry. Pour gagner le tiercé, il fallait jouer le 15, le 6 et le 14. Si vous l'avez joué dans l'ordre, vous avez gagné 27 663 francs 50. Dans le désordre, 3 446 francs 50. Et puis, le Carte Plus, vous rajoutez le 9, dans l'ordre 128 590 francs 20 et dans un ordre différent 3 093 francs 50. Je vous rappelle la principale information de ce journal, tout de moins celle que nous avons développée dès l'ouverture à 19h33, une mutinerie à la prison de Los-les-Lilles dans le Nord. Une 50aine de détenus sont toujours ce soir sur les toits de la prison. Le préfet de région, M. Rousseau, et le procureur de la République viennent de confier à l'agence France-Presse que cette mutinerie était due à la surpopulation de l'établissement pénitentiaire qui accueille 1100 détenus pour 548 places prévues. Il y a eu quelques échauffourées au cours de l'après-midi, des tuiles ont été arrachées des toits, un incendie même s'est déclaré mais sans gravité à l'intérieur de la prison et puis donc quelques blessés très légers. Voilà pour le dernier point sur cette information à la prison de Los-les-Lilles. Dans quelques instants, la météo complète de Michel Touré. Je vous retrouve à 22h30 pour Soir 3. Très bon début de soirée.